Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de présentation et d'échange autour de la Grèce. La Grèce, le pays qui est choisi pour la manifestation, le rendez-vous culturel de la diversité culturelle. C'est un événement qui existe depuis 11 ans, ancré sur le territoire lillasien. Et cette année, à l'occasion des Jeux Olympiques, je crois qu'il n'y a pas mieux de faire un escale et un focus sur la Grèce. C'est un événement qui va durer à peu près un mois, qui va être abordé dans plusieurs domaines. J'en dis pas plus. Cette conférence va être présentée et animée par notre professeur Nikos Grikos de l'association Phonigraphie. Et aussi, je profite aussi pour saluer le partenariat avec cette association et l'autre association aussi, Synergie franco-grecque, qui va aussi animer 2 ateliers de grec moderne. Un petit mot par rapport à la construction de cet événement, et notamment de cette conférence. C'est vraiment une préparation, co-construction avec les habitants. Et un aperçu par rapport à comment on est arrivé à inviter notre professeur, Nikos Grikos. On a fait un appel à participation, parce que le programme de tous ces événements, c'est vraiment, comme je disais, une construction, c'est le participatif qui règne. Et il y a un habitant lillasien qui s'appelle Noël, j'espère Miksona, merci, qui a répondu à cet appel à participation, comme d'autres habitants. Et grâce à lui, j'ai fait la connaissance de ces 2 associations franco-grecques. Et on a réfléchi ensemble comment organiser cette conférence, comment on met les ateliers ou les actions. Voilà, ça c'est vraiment un petit aperçu et un rappel comment on est arrivé à organiser cette conférence. Alors, j'ai eu la consigne de ne pas être très très bavarde pour laisser la parole à notre professeur. Avant de lui donner la parole, je vous invite à éteindre, s'il vous plaît, vos portables. Et je vous souhaite une bonne écoute, un très bel échange. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Si ça vous convient, ce que je vais dire, à 5 heures, vous pouvez aller suivre le cours de grec, initiation grecque moderne, par mes collègues de Phonigraphie. Grec me fut donné ma langue. Grec, mon humble maison sur les sables d'Homère. Unique souci ma langue sur les sables d'Homère. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Jusqu'à un certain âge, moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire un topo, disons, professoral. Je vais essayer de vous raconter comme si on était assis dans un beau café à côté de la mer, dans une taverne grecque, et les vagues nous suivent, nous accompagnent, et on parle en sirotant un petit ouzo ou un verre de résiné, ou en buvant un café grec, et on parle un peu de la beauté du paysage et du pays. Et jusqu'à un certain âge, moi je n'avais pas compris une spécificité en moi en étant grec, parce que ma langue m'était donnée, mes origines m'étaient données, ma naissance était fortuite en Grèce. Et en plus, je voulais étudier la littérature grecque moderne, et finalement, pour une question de concours et de manque de points, je suis allé au département d'études françaises. Alors j'étais malheureux en étudiant le français, finalement, la France m'a puni en m'invitant avec une bourse faire des études ici. Alors finalement, je suis devenu français aussi et je ne le regrette pas du tout. Et j'ai commencé à enseigner le grec moderne dans une école à Athènes où les classes étaient des gens de différentes origines. Et de plus en plus, j'avais compris qu'il n'y a pas vraiment de gens de telle ou telle origine, mais il y a des gens bien et des gens pas bien. C'est ça la grande différence. Et en lisant la poésie, j'ai compris que ma vie, ma langue, mon pays, ma patrie, mes origines, c'est finalement la langue et un univers poétique qui peut-être n'existait pas vraiment. Alors, je continue avec notre ami, je me permets de dire ami dans le sens amitié intellectuelle,
Odysseas Elitis, grec me fut donné ma langue, grec mon humble maison sur les sables d'Homère, unique souci ma langue sur les sables d'Homère. Là, sard et perche, paroles exposées au vent, ondes vertes dans la mer bleue, je n'ai tant vu s'enflammer à mes entrailles, de ces éponges, méduses, parmi les premiers chants des sirènes, coquillages incarnats, parmi les premières fièvres noires. Là, grenade et coin, dieu brun, oncle et cousin, vidant l'huile dans les énormes jarres, et souffle venu des ravines exhalant, osier lentisque, genêt et gingembre, parmi les premiers gajulements des pinsons, douce psalmodie parmi les toutes premières louanges, unique souci ma langue parmi les toutes premières louanges. Là, laurier et palme, encens et encensement, bénissant les combats et les vieux fusils, sur la terre couverte d'une nappe de vigne, les fumées de l'agneau, les chocs de l'œuf, et Christ ressuscité, parmi les premiers coups de feu des Grecs, amour secret parmi les premières paroles de l'hymne, unique souci ma langue parmi les premières paroles de l'hymne. Ce poème qui paraît un peu difficile, ou cet extrait de Actionesti, une énorme composition poétique que Elitis a voulu comme une sorte de cathédrale de l'hellénisme moderne, déjà pose la première question de mon intervention, l'axe historique de l'Antiquité jusqu'à la Grèce actuelle, c'est-à-dire cette tradition double, Antiquité païenne, présent plus ou moins chrétien orthodoxe. Et le premier coup de feu, c'est la Révolution 1821 ou la guerre d'indépendance, comme on le dit parfois. Et le fumée de l'agneau, c'est en même temps l'agneau pascal, et on a écouté Christos Anesti, on a en même temps peut-être les fumées qui montaient par les sacrifices en Antiquité. Alors il met les deux traditions grecques et antiques et grecques chrétiennes orthodoxes après Byzance ensemble. Et il a vu que finalement, qu'est-ce qui unit toutes ces traditions parfois contradictoires? C'est la langue qui nous a été léguée, qui nous a été donnée. Et même si moi, à titre personnel, comme quelqu'un qui a fait de la linguistique, je ne vois pas tellement, je n'insiste pas sur la continuité de la langue grecque, parce que je connais qu'on peut parler de différentes synchronies. Ce n'est pas la même chose, le grec homérique, les grecs classiques du siècle de Périclès, les grecs byzantins, les grecs du 19e, la langue puriste imposée à l'État grec, la langue actuelle qui parlait, et même maintenant moi qui vis en France depuis 40 ans, parfois les Grecs me disent, les jeunes Grecs me disent, mais tu parles du grec ancien. Alors, le deuxième prix Nobel, le grand poète Georges Seferis, complète un peu ce qu'il vient de dire Elitis en disant « Grec me fut donné ma langue », ça c'est la grande richesse. Grec, mon humble maison sur les sables d'Homère, c'est la Grèce qui a ce problème ou ce côté un peu plus fragile. Seferis, dans un recueil qui a été publié aux années 30 et qui est assez significatif, tous les deux sont des poètes d'une grande culture francophone, il a mis comme exergue à ces recueils les fameux vers de Rimbaud, si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. Je vais revenir. Notre pays est clos, tout en montagne, qui ont pour toi, jour et nuit, le ciel bas. Nous n'avons pas de fleuves, nous n'avons pas de puits, nous n'avons pas de sources. Quelques citernes, seules, vides aussi. Elles résonnent et pour nous sont objets d'adoration. Elles sont morts et vacants, semblables à notre solitude, semblables à notre amour, semblables à nos corps. Cela nous paraît étrange d'avoir pu autrefois construire nos maisons, nos cabanes et nos parcs à moutons. Et nos mariages avec leurs couronnes fraîches et leurs bagues deviennent d'insolubles énigmes pour notre âme. Comment nos enfants ont-ils pu naître? Comment alors ont-ils grandi?
notre pays est réclos. Les deux noirs semblaient garder l'enferme. Dans les ports, les dimanches, quand nous descendons prendre l'air, nous voyons scintiller dans le soleil couchant les épaves brisées des voyages qui n'ont jamais pris fin, des corps qui ne savent plus comment aimer. Ces poèmes, on pourrait parler pendant 1 heure, c'est tellement riche. Ça montre la pauvreté parfois, la sécheresse, le manque d'eau. Tandis que la mer, elle est là tout le temps. Il y a l'eau salée, l'eau douce, disons, l'eau riche, l'eau qui parfois nous amène, comme l'Odyssée, à de longs voyages, mais en même temps, c'est l'eau. Parfois, la mer a des connotations assez négatives dans certains poètes. Les deux noirs s'impliquent, pour ceux qui ne se rappellent pas de la mythologie, c'est par rapport au navire Argo, avec Jason qui est allé trouver la toison d'or et qu'il a pu passer, tandis que Médée voulait bien qu'il ne puisse pas passer. Et on est étonné comment elle a pu faire ce miracle. C'est pour ça que le titre général des manifestations proposées par les Lilas, la Grèce résiliente, est très riche. Parce qu'on pourrait dire la Grèce résistante. La Grèce résistante, ça peut être assez facile comme connotation, ou ça peut dire, voilà, vive la Grèce éternelle, la Grèce qui ne perd jamais les combats. Tandis que la Grèce résiliente, ça montre aussi les difficultés. Et les difficultés, pour les combattre encore mieux, il vaut mieux les assumer. Je me permets de vous lire tout de suite, faire un petit saut périllé en avant, en allant à une autre période difficile de la Grèce, et vous allez voir la discussion, le dialogue entre les différents poètes, en vous lisant un petit extrait de 18 chansons de la patrie amère de Yannis Ritsos, écrit dans le camp de concentration à Léros pendant la dictature. Un petit peuple qui lutte sans les sabres ni les balles pour le pain du monde entier, pour la lumière et la chanson, et retient dans sa gorge lamentation et ovation, et s'il se risque à les chanter, les pierres s'effondrent. Comme Ritsos s'est appliqué à utiliser la métrique de la chanson folklorique, démotique traditionnelle, j'aimerais bien vous relire ces 4 vers en grec pour écouter la sonorité de la langue. Μικρός λαός και πολεμά, δίχως παθιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω από τη γλώσσα του κρατεί τους βόγκους και τα ζήτω, και αν κάνει πως θα τραγουδεί, ραγίζουν τα λιθάρια. Ces poèmes qui ont été écrits pour être mis en musique par Mikis Theodorakis, c'est pas pour être publiés comme des poèmes. Finalement, ils ont un tel succès, ils ont été imprimés en recueil poétique. Ils sont partis, je ne sais pas quelle est l'aventure, ce n'est pas le moment de vous dire toutes les anecdotes, mais ils sont partis de la Grèce pour venir à Mikis Theodorakis à Paris pour être mis en musique. D'une manière, un touriste les a pris quelque chose. Il y a toujours plein d'anecdotes, comment on a pu faire partir la poésie grecque dans des moments sombres. Mais en même temps, dans ces poèmes, on voit Yannis Ritsos, qui n'a pas eu le prix Nobel comme Elitis et Seferis, mais il a été, par exemple, caractérisé par Louis Aragon comme le plus grand poète du XXe siècle. On voit quand même une sorte d'adoration, une sanctification du peuple. On aurait pu utiliser un terme relativement péjoratif actuel, et il est un peu populiste, mais en même temps il voulait montrer cet esprit de résistance de l'État, du peuple grec, cet esprit de combat continu. C'est pour ça qu'on a mis comme titre de mon intervention Grèce, l'éternel combat. La mairie de Lila, quand il a publié le programme, il a un peu changé le titre en mettant La Grèce, éternel combat. C'est une petite discussion philologique qui peut peut-être vous paraître un peu trop précise, mais c'est très intéressant, les 2 titres, La Grèce
ou Grèce, éternel combat, et Grèce dans le sens où est-ce qu'il y a une seule Grèce ou différentes Grèces vécues différemment par chacun. Et là, l'éternel combat, c'est dans le sens où rien n'est jamais acquis d'avance. Ritsos, que je me sens assez proche avec lui, il est assez idéalisé, il est idéaliste dans le bon et mauvais côté du terme, et il prend toute l'iconographie, disons, dans le sens de l'orthodoxie pour la transformer en tradition populaire dans ses poèmes, mais en même temps, on a un autre grand poète, Varnalis, qui est plus terre à terre, plus il voit un peu les mauvais côtés. Et il y a un poème emblématique de Varnalis qui a été écrit en 1922, un moment assez sobre de l'histoire, après la catastrophe de la Ziminaire, où il y a Imirei en grec, et la traduction par Dominique Granon, les maudits. Et ça existe aussi en musique, mise en musique, ces poèmes. Je vous lis juste un extrait. Il y a deux hommes qui sont assis dans une taverne, assez malheureux. Ils disent, c'est la faute au destin qui fait tout de travers, la grande faute à Dieu qui ne nous aime pas. C'est la faute à nos têtes, elles ne valent rien. C'est avant tout la faute au vin. À qui la faute? À qui est la faute? Aucune bouche jusqu'à présent ne l'a trouvée, ni dit. Et si, ainsi, dans la taverne sombre, pouvons-nous, la tête baissée, comme des vers chaque semelle, nous écrase où elle nous trouve. Ainsi, sans force, lâche et maudit, nous attendons quelques miracles. Vous voyez alors, le peuple grec a en même temps fait preuve de courage, mais il y a eu aussi des moments, comme tous les pays, comme tous les peuples, des moments de grande obscurité. Odysseus Elitis, et c'est magnifiquement mis en musique par Angélique Onatos, ce poème, c'est un extrait d'un recueil que j'ai du mal à traduire en français, Oilios Oiliatoras. Il fait un jeu de mots entre Dieu Pantocrator, Ilios Iliatoras, le soleil empereur, disons, le soleil qui règne. Et on aura parmi les manifestations un hommage à Angélique Onatos au théâtre ici au Lila. Et il y a une autre mise en musique par un compositeur Lagios grec aussi belle, différente. Je vous lis, j'essaye et je vous invite d'écouter Angélique Onatos le dire sur YouTube de l'émotion, etc. Belle mais étrange patrie, qu'est celle qui m'a été donnée. Elle jette les filets pour prendre des poissons, et c'est des oiseaux qu'elle attrape. Elle construit des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau. Belle mais étrange patrie, qu'est celle qui m'a été donnée. Elle menace de prendre une pierre. Elle renonce. Elle fait mine de la tailler, et des miracles naissent. Belle et étrange patrie, qu'est celle qui m'a été donnée. Avec une petite barque, elle attend des océans, elle cesse la révolte et s'offre des tyrans. Belle mais étrange patrie. Vous voyez les deux côtés. Belle et étrange patrie. Quand je parlais tout à l'heure de la catastrophe d'Asie mineure, ce n'est pas une évidence pour un public francophone de dire que la grande catastrophe, c'est pour nous la fin de la guerre, disons, gréco-turque en 1922, l'échange de population. Mais ce qui nous intéresse, c'est, je n'aime pas le mot rétrécissement, c'est la Grèce qui devient l'État grec et l'hellénisme plus ou moins les mêmes. Je n'ai pas voulu faire un cours d'histoire, vous montrer des cartes. Il faut bien chercher la Grèce. C'est quoi la Grèce? C'est un pays, c'est un État, c'est une patrie. Qu'on dit en Grèce et en France, ça prend un peu une connotation politique, le mot patrie. Parfois, quand je suis arrivé en France,
mes étudiants à l'université où j'enseignais m'écrivaient la Grèce est une belle nation européenne, une grande nation européenne. Moi j'ai dit mais elle n'est pas une nation la Grèce. Nous à l'école on n'a pas appris que la Grèce est une nation. C'est les Grecs qui font la nation grecque. La Grèce est un pays, c'est un État. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand je suis arrivé en France par exemple, à la communauté grecque de Paris, association, dans les conseils d'administration, on était des Grecs de Grèce, Eladites. On était des Grecs d'Asie mineure. On était des Grecs qui sont nés en France, 3e génération, mais c'est considéré Grecs à la communauté hellénique. On était des Grecs de Thrace orientale. On oublie toujours que la Grèce, le grec n'est pas la langue parlée uniquement en Grèce, il est parlé aussi à Chypre, qui est un autre noyau de l'hellénisme, dans le sens plus large du terme, et non pas par rapport à l'État. Les Grecs parlaient dans la diaspora grecque, les gens d'origine grecque, ils sont aussi nombreux que les peuples grecs, que la population en Grèce. Alors, quand on m'a donné carte blanche à donner un cours civilisation grecque moderne, j'avais énormément de mal à l'université de mettre le cadre historique et géographique de cette Grèce moderne. Parce que si j'ai parlé de la Grèce moderne, l'État grec, quelle date? À partir de quelle période? En 1910, 60% de ceux qui se considéraient grecs vivaient hors État grec. Vous voyez, la distance dans le temps est relativement petite. Tous les livres d'histoire de littérature grecque moderne, comme par exemple les Kessels aux éditions, la collection Kessels aux éditions presse universitaire française, commence à la dernière phase de Byzance. Le grec moderne est progressé et on parle de l'hellénisme moderne depuis cette époque-là. Une fois, dans un des cours que j'ai donné à phonographie à l'époque, il y avait des élèves qui ont protesté, qui ont dit non, la Grèce moderne, c'est une création de l'idéologie des Lumières du XVIIIe siècle et de la création des États-nations. Et vous faites une faute de commencer la Grèce moderne avec les chants acritiques. Acritiques, c'était les sentinelles de l'Empire byzantin. Presque tous les manuels, par exemple, tous les manuels du grec, de l'histoire de la Grèce moderne qu'on étudie à l'école, pour parler des mythes fondateurs officiels en Grèce, commencent à la fin de Byzance, avec l'époque de l'occupation ottomane, et les Grecs modernes commencent de toute façon avec certains changements dans la langue, c'est-à-dire quand on a perdu l'infinitif, quand on a les fameux idiotacismes, etc. C'est très fluide, c'est très pas fluide, c'est pas clair et net. On ne peut pas dire voilà, ça commence la Grèce moderne là. Et ce que je voulais dire, c'est que pour quelqu'un qui vient de Thessalonique, une fois je suis à Paris, j'ai compris plein de choses. Il me voit un professeur avec qui j'ai travaillé. Il m'a dit, tu viens από τις παλιές ή από τις νέες χώρες. Comment je peux le traduire ça en français? De vieux ou de nouveaux pays. C'est-à-dire, tu viens du Dodécanèse, qui est devenu grec en 1947, grec dans le sens, parce que tu dis quelqu'un qui est du Dodécanèse, tu n'es pas grec, parce que tu n'étais pas citoyen de l'État grec, va dire, mais bien sûr j'étais grec, c'est pas la peine d'être, c'est pas une question de passeport. Quelqu'un qui vient de Thessalonique, peut-être ses grands-parents étaient nés, ou avant, maintenant les années passent, et était né, n'était pas citoyen grec, mais c'est considéré grec. C'est toute une discussion. Moi, je laisse les questions ouvertes. Je viens vers l'Antiquité, où Isocrate avait dit grec, Έλληνες είναι οι της ελληνικής παιδείας μετέχοντας. Grecs sont ceux qui participent à la civilisation grecque, qui participent à la langue grecque. C'est toute une discussion. Notre amie Alceste Alkistissophou, qui est la directrice de l'Institut de grec moderne de la Sorbonne, elle a fait sa thèse sur un journal à Vienne publié en grec au XVIIIe siècle. Quand elle traduit en français toute sa thèse, tout son travail, elle doit traduire avec les mots nation deux mots grecs différents. Le mot hienos, vous le comprenez par la consonation hienos, genèse, et le mot ethnos.
Jusqu'au XIXe siècle, pour différentes raisons, on utilisait le terme genos. Après, on a utilisé le mot ethnos. Genos, et c'est pour ça qu'on a, par exemple, quand on parle de la création de l'État grec, on utilise un mot en grec qui est assez difficile à traduire pour donner vraiment la connotation, paligénésia, c'est-à-dire la renaissance du génos grec, et que toute l'histoire grecque est basée sur l'appartenance à la Grèce par les droits du sang, et pas par les droits du sol, par les droits du contrat social avec la République. Dans cette petite intervention, je ne peux pas aller dans le détail, mais je vous mets un peu les questions. La Grèce, alors, c'est un pays charnière entre l'Orient et l'Occident, pays à l'héritage souvent contradictoire, nécessitant, comme je dis, l'Antiquité et l'orthodoxie grecque. Et on peut parler des différentes Grèces selon les conceptions. Et ceux qui détiennent une vérité immuable, moi je crois qu'ils se trompent. La Grèce, c'est une conception, c'est une conquête. Chaque citoyen doit avoir sa propre Grèce. Et je vais revenir au poète pour expliquer ça. Rigas Phéréos, qui est la figure la plus importante des lumières grecques du XVIIIe siècle, il avait dit Opios, excusez-moi, j'essaie de trouver, silorate kala, opios silorate elefthera. Il réfléchit, il pense bien, celui qui pense avec liberté. Et Dionysios Solomos, qui a écrit un poème hymne à la liberté, et les deux premières strophes sont devenues l'hymne national grec, il est né dans le Ptanès, dans les îles Ioniennes. Il a appris le grec plus tard dans sa vie. Il a parlé plutôt italien au début. Et il a dit à un moment qui enferme la Grèce en lui, il trouve la liberté. Dans le sens où la Grèce, pour lui, c'était un combat, une conquête, quelque chose de nouveau qu'on va avoir à la fin de la guerre d'indépendance, comme on dit dans l'histoire de la Révolution grecque. Et quand il a vu que pendant la Révolution, pendant le combat pour l'indépendance, il y a eu déjà deux guerres civiles. Il y a eu beaucoup de fratricides entre les Grecs. Il a écrit les 4 vers très connus, et je me permets de vous les lire d'abord en grec. Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Mon bon et bien-aimé peuple, peuple malheureux, toujours crédule et toujours trahi. Et pour donner un peu quelque chose qui, pour moi, donne une bonne unité entre, disons, je vais un peu facile peut-être, une rationalité occidentale, une exubérance orientale qu'on trouve toujours en Grèce, un peu un esprit plus facile dans le quotidien ou dans une exubérance. Il a dit « mélogismo que me oniro » avec réflexion et rêverie. Pour continuer cette histoire de la Grèce résiliente ou la Grèce résistante, les combats éternels pour que la Grèce continue à vivre. Nous avons vécu les mémoranda, nous avons vécu la Troïka, nous avons vécu les petits pays balkaniques, ont beaucoup de guillemets, où l'Europe a voulu donner une grande leçon à tous les peuples européens les dernières années. Peut-être vous avez participé à des soirées de solidarité au peuple grec, à des manifestations, au fameux référendum, à tous les revirements des situations difficiles. Alors, Giorgos Seferis, prix Nobel, le grand diplomate de l'État grec, mais né en Asie mineure, avec toujours dans sa vie l'idée de la chute du paradis perdu à côté de Smyrne. Il a écrit beaucoup de poèmes où il avait vu, depuis les années 50, même avant, les failles qui arrivaient à l'histoire de la Grèce.
il avait compris les problèmes qui vont arriver à Chypre. Il était diplomate, il ne pouvait pas l'écrire d'une manière polémique et politique. Alors il a écrit en 1969, c'est-à-dire en pleine dictature, un long et très beau poème que je ne peux pas vous lire tout, Le chat de Saint-Nicolas, Igates toi Nicolas. Je vous lis la deuxième partie. Les temps de la grande sécheresse, 40 ans sans pluie, toute l'île fut ruinée. Le monde mourait, des serpents naissaient, des millions de serpents sur ces promontoires, gros comme le pied d'un homme, et venimeux. Le monastère de Saint-Nicolas était alors tenu par des moines de l'ordre de Saint-Basile. Ils ne pouvaient travailler les champs, ni faire sortir les troupeaux au pâturage. Les chats qu'ils élevaient les sauvèrent. Chaque aube retentissait la cloche, et les chats partaient en tribu au combat. Ils se battaient toute la journée jusqu'à l'heure où le repas du soir était annoncé. Après le dîner encore, la cloche, et ils sortaient pour le combat nocturne. C'était très étonnant à voir, dit-on. Un boiteux, un autre aveugle, un autre sonné, sans oreille, la peau en loques. Ainsi, avec 4 cloches par jour, les mois, les années passèrent, du temps et encore du temps. Sauvagement acharnés, toujours blessés, ils détruisirent les serpents, mais à la fin, ils disparurent. Ils ne purent résister à tant de poison. Tel un bateau qui coule, ils n'ont rien laissé sur l'écume, ni miaulement, ni son de cloche. En avant toute, que pouvaient-ils faire les malheureux, en luttant, en s'abreuvant jour et nuit du sang empoisonné des serpents? Des siècles de poison, des générations de poison. En avant toutes, répondit en écho impassible le timonier du bateau qui passait à côté du cap où il y avait le monastère. C'est-à-dire, en même temps, ces faits nous montrent qu'on peut continuer, qu'on va lutter, mais faisons attention. Parfois, il y a trop de poisons qui nous détruisent, qu'on ne peut pas avancer. Il ne faut pas dire, c'est pas grave. Attaquez la Grèce, mettez des mémorandas, mettez des troïkas. La Grèce ne meurt jamais. La Grèce va revenir. À un moment, elle va pas pouvoir. Mais il faut garder cet esprit de résistance. Cet esprit de résistance qui a été une des 3 caractéristiques de la Grèce moderne selon le grand historien Nikos Vorons, qui était à la Sorbonne. Il avait écrit le très connu, dans la même collection que ses Histoires de la Grèce moderne. Mais dans les années 50, quand il a écrit que l'esprit de résistance est une des caractéristiques principales de l'État grec, la Grèce lui a enlevé la nationalité pour le punir, parce que la résistance grecque n'a pas été reconnue jusqu'à 1983. Et la guerre civile qui a suivi l'occupation et la très grande résistance grecque a été, dans le texte officiel de l'État grec, marqué comme Simoritopolemos, qu'on traduit plus ou moins la guerre des bandits. Et la résistance était considérée des bandits amenés dans des camps de rétention à Macron ce soir-hier. Mais tous ces combattants grecs, tous ces gens résistants qui se sont trouvés, au lieu que la Grèce les reconnaisse et les donne la juste, disons, une reconnaissance, de dire merci beaucoup pour le combat qu'ils ont mené pendant l'occupation, ils se sont trouvés en prison jusqu'à assez tard. Alors, un des simples résistants, mais qui écrivait aussi des poèmes, Fotis Angoulès, il était à Chios en prison, et il a écrit en 1956, 7 ans après la fin de la guerre civile, il était encore en prison. Et cette année encore, là à nouveau, me trouve en prison. Et vide est mon cœur, et noires les ombres tout autour. Et tandis que je pense à toi, ô joie qui me manque tant, voici que la pluie me fait donner du nuage l'affliction. C'est-à-dire, malgré tout, il écoute la beauté de la pluie, du mauvais temps, il essaye de tenir. Et il écrit un peu plus tard, n'attendez pas de nous que nous fléchissions, pas même un instant, pas plus que dans les tempêtes ne fléchit les cyprès. La vie, nous l'avons aimée, tant aimée. Vous allez me dire, voilà un communiste classique, proche du parti, qui garde la ligne, la résistance, le combat, même après les tortures et tout.
Mais vous avez les grands poètes, et le très grand roman La Caisse, Yaris Alexandru, qui était d'un esprit extrêmement critique par rapport à tout ce qu'elle a fait la gauche en Grèce pendant la guerre civile et après, qui dit la même chose. Et pourtant, je ne me suis pas suicidé. Avez-vous jamais vu un sapin se rendre de lui-même à la scierie? Notre place est ici, en cette forêt, aux branches coupées, aux troncs à moitié calcinés, aux racines coincées parmi les pierres. Voilà la Grèce résiliente. Moi, j'ai ces poèmes et chaque fois de désespoir, je les lis. Et mes amis m'écrivent quand je ne peux plus tenir, ils me disent, pense à Alexandre, tu n'es pas le sapin qui va aller à la Syrie, tu vas continuer. En essayant de préparer cette présentation, j'ai vu que les plus grands poètes grecs ont souvent des idées poétiques, des topos poétiques communs. Écoutez, après je vais vous dire le poète, qui est le nom du poète. Ces arbres ne peuvent se rassasier des mois de ciel. Ces pierres ne peuvent se rassasier sous les pas étrangers. Et ces hommes ne peuvent se rassasier que de soleil. Et ces cœurs ne peuvent se rassasier que de justice. Ce pays est aussi dur que le silence. Il serre contre son sein ses dalles embrasées. Il serre dans la lumière ses vignes et ses olives orphelines. Il serre les dents. Il n'y a pas d'eau, seulement de la lumière. Le chemin se perd dans la lumière. Métal est l'ombre de l'enclos. Depuis tant d'années, tous ont soif, tous ont faim, tous ont tué, assiégés par terre et par mer. La chaleur a dévoré leurs champs, laissé imprégner leurs maisons. Le vent a jeté bas leurs portes et les pauvres lilas de la place. La mort entre et sort par les trous de leur uniforme. Leur langue a la rugosité d'une pomme de cyprès. Leurs chiens sont morts avec leur ombre pour lincel. La pluie fouette les rochements. Les pains sont étalés. Les balles sont allées. Ils n'ont plus que leur cœur pour charger leurs fusils. Tant d'années assiégés par terre et par mer. Tous ont faim. Tous succombent, mais aucun d'eux ne meurt. C'est Giannis Ritsos Romiosini. Le mot Romiosini a été traduit par Jacques Lacarrière, dont j'ai lu la traduction. Très important, Romiosini a discuté pendant des heures et des heures la différence entre la hellinicotita, grécité, et Romiosini, hellénicité plutôt, si on voulait être notamment. Et Romiosini, ça vient du mot Romios, l'Empire romain d'Orient, Byzance. Il essaye d'intégrer dans son univers poétique une tradition populaire, une tradition à la chanson. On a vu tout à l'heure la versification proche à la chanson traditionnelle. Et vous voyez, c'est deux mondes qui se côtoient tout le temps, l'Antiquité et la modernité. L'Antiquité et la tradition populaire. La tradition populaire qui souvent passe par une tradition, par l'Église orthodoxe, qui est une Église orthodoxe parfois, actuellement, peut paraître un peu rétrograde sur certains côtés, elle est de toute façon, mais si on le met autrement, ça peut paraître comme une sorte de résistance, comme un peu différent, cet aspect métaphysique, cet aspect qui donne à la vie quelque chose de plus. Ce n'est pas une simple participation à la messe. La messe, c'est aussi, de toute façon, il faut avoir ceux qui parlent grec, il y a pas mal dans la salle. Le mot ecclesia, ça signifie l'église, mais finalement, ça signifie plutôt l'ensemble des croyants, comme ecclesia tout dit en Grèce ancien. En Grèce, à Athènes, ecclesia, c'était l'assemblée des citoyens libres. Et pour revenir à quelque chose d'actuel, parce qu'il nous guette l'extrême droite partout en Europe, il ne faut pas oublier que la tradition de l'Antiquité n'est pas une et unique. Quand des élèves au cours de grec moderne à Paris, des Français, arrivaient de temps en temps les dernières années, pas tout le temps, mais ça est arrivé plusieurs fois, avec des t-shirts Sparte. J'ai dit, qui vous l'a offert ça? C'est des amis en Grèce. Et vous ne savez pas que c'est la propagande de l'extrême droite contre Athènes démocratique, vive Sparte.
et arrive l'aube dorée à côté derrière. C'est pour ça que je ne peux jamais écouter ce qu'il m'a dit un ami. À un moment d'énervement, il m'a dit « Vous les Grecs ». J'ai dit « Qui vous les Grecs ?» Entre l'aube dorée et Ritsos, entre élites faussement catalogués nationalistes. Je reviendrai à Elitis. J'arrive vers la fin, si vous êtes un peu fatigué. 5 minutes, s'il vous plaît. Elitis écrit dans Le Petit Navigateur, 1985, on commence à faire une sorte de bilan de toute une vie. Et toute une vie d'écriture. Il ne faut pas oublier que Théodorakis a vécu à Paris. Il a connu la France. Il a connu la culture moderne. Elitis, il a connu Picasso, Matisse. Il a fréquenté les plus grands. Tous les Grecs qui ont parlé, Céphèse, il a vécu à Londres, à Paris. Tous les Grecs qui ont parlé le mieux de la Grèce, le mieux du côté national, disons, pas national dans le sens de la Grèce, de la pierre, de la terre et tout, ce ne sont pas des gens nationalistes ou chauvins, c'est ceux qui ont vécu et dialogué avec la modernité. Et la modernité littéraire, il se réfère à Rimbaud, il se réfère à T.C. Eliot, il se réfère à la peinture moderne. Il a écrit un très beau livre, Elitis, et il n'a pas nommé autobiographie, il l'a appelé autoportrait, parce qu'il a vu sa vie comme un plasticien, comme un peintre. Et il écrit à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie. J'ai habité un pays surgissant de l'autre, le vrai, comme le rêve surgit des événements de notre vie. Je l'ai aussi appelé Grèce. J'en ai tracé la forme sur le papier pour les regarder. Ils semblaient si petits, si insaisissables. Les temps passant, je les mettais sans cesse à l'épreuve, tantôt avec des brusques tremblements de terre, tantôt avec des vieilles tempêtes de bonne race. Je changeais les choses de place pour les débarrasser de toute valeur. J'étudiais la vigilance et l'hérémétique pour pouvoir façonner les brunes collines, des petits monastères, des fontaines. J'ai même réussi à faire naître un verger rempli d'agrumes qui sentaient Héraclite et Archiloque. Mais il embaumait tant que j'ai pris peur. Alors je me suis mis petit à petit à enchasser des mots comme des pierres précieuses pour couvrir les pays que j'aimais. Vous voyez, je me permets une petite analyse. C'est Angélique Renatos qui traduit. Finalement, la vigilance et les bougies, pas les bougies, comme des candillas, je peux le dire. Ils sont derrière les temples, derrière l'autel, ils ne s'éteignent jamais parce que chaque Pâques, on les allume, ils restent toujours en veilleuse. Et l'hérémétique, c'est les psaumes qu'on a à l'église. Alors, en même temps, on a la vigilance et l'hérémétique, Héraclite et Archiloque. Vous voyez les deux traditions, c'est Elitis. Et il a dit dans un autre poème, je me sens, comme il est né à Lesbos, lui aussi, le petit cousin de Sappho. C'est cette affinité. Mais cette Grèce qu'il habitait, c'est la Grèce qu'il a lui-même construite. Alors je me suis mis petit à petit à encenser des mots comme des pierres précieuses pour couvrir les pays que j'aimais. De peur que quelqu'un ne voie sa beauté ou qu'il ne soupçonne que peut-être il n'existe pas. J'ai beaucoup cherché. La beauté n'existe pas, le vrai pays ou les pays fabriqués par les poètes. Je vais arriver finalement vers la fin de la conclusion. La Grèce, c'est la Grèce que chacun construit dans son cœur. La Grèce, c'est la Grèce que chacun veut découvrir. Et la Grèce, finalement, n'est pas aux Grecs. Elle appartient à ceux qui aiment la Grèce. Les philhellènes français, les Français qui écrivent sur la Grèce, les Français qui apprennent le grec, les Français que j'ai vus des enterrements, des funérailles, des élèves de grec moderne, où ils sentaient la famille entière, ils s'en sont de Hatzidakis ou de Théodorakis pour dire adieu à leurs défunts, où ils ont parlé
des Français qui ont parlé à leur mort en grec pendant la cérémonie. Ils sont plus grecs que certains Grecs prétentieux et chauvins et vaniteux. Inès Daléry, elle a écrit une biographie romancée de Yanis Ritsos et elle finit un texte qu'elle a écrit. Même au jour le plus sombre, quand Yanis Ritsos, emprisonné dans le sinistre camp de Macronissos, il écrivait chaque jour des poèmes qu'il cachait dans la terre. J'ai une tendresse particulière pour son long poème intitulé Grécité. Je vous ai lu un extrait. J'entends une voix fraternelle et porteuse d'espérance. Pouvoir de ces mots qui me transmettent leur force, qui m'invitent à ne pas désespérer de l'homme. H majuscule. Lyrisme simple de ces mots qui chantent la beauté sensuelle d'une terre aimée profondément. Célébration des petits riens, si précieux, car donnant à l'instant un parfum d'éternité. Voilà pour moi la Grèce résiliente, décrite superbement par une dame qui essaie d'apprendre le grec moderne, mais qui a, je le dis pas méchamment, qui fait un effort, qui se perd parfois dans la grammaire, dans la syntaxe, mais dans l'esprit, elle a compris la Grèce mieux qu'un grec. Et j'ai fini avec la fin d'un grand texte, un long texte, qui n'est pas, son titre n'est pas un hasard, la rue de Philhellène, une des rues principales d'Athènes, à côté de la place de la Constitution. C'est un Périkos, parmi les plus grands poètes et écrivains surréalistes grecs. Et il fait très chaud, il y a toute une histoire, c'est la canicule à Athènes, il passe un enterrement, il met un peu l'Antiquité et la modernité, et il finit son texte. Dieu, il faut cette fournaise, afin qu'advienne pareille lumière. Il faut cette lumière pour qu'un jour nous arrive une gloire commune, une gloire pour tous les hommes, la gloire des Hellènes, qui, les premiers, je crois, ici-bas, en ce monde, ont changé en ferveur, ont changé en ferveur de vivre la crainte de la mort. Voilà pour moi la Grèce, là où elle devait l'être, où je veux le vivre comme ça. Ferveur de vivre, changer en ferveur de vivre la crainte de la mort. Grèce résiliente, Grèce résistante, esprit de combat, éternel combat, rien n'est gagné, rien n'est immuable. Il n'y a pas une Grèce éternelle qui continue. C'est tout le temps une nouvelle Grèce, que c'est à nous tous de la reconstruire. Je dis nous tous, nous Grecs, les Philhellènes dans la salle, les amis de la Grèce, le peuple. Et chaque fois qu'on lutte pour un pays, on lutte pour le monde entier, comme il a dit si bien Yanis Ritsos. Merci beaucoup. Je vous ai laissé que 5 minutes de réaction, excusez-moi. Mais s'il y a, oui. Kalimera, professeur, pouvez-vous nous parler un peu de la Grèce antique et ce que la Grèce a apporté au monde comme philosophie, philosophe et le début de la démocratie? Je vous remercie. Je vous réponds d'une manière assez provocatrice. Un grand philologue français, un grand philologue allemand, un humaniste de n'importe quelle origine va parler de la Grèce antique aussi bien que moi, encore mieux. Pour moi, la Grèce antique appartient, l'héritage grec antique appartient à l'humanité. Ce n'est pas à moi de vous parler de la Grèce antique. Je ne me sens pas les petits héritiers de Socrate ou de Platon. Je me sens aussi héritier de Balkan, de l'Orient. Je mange les mêmes plats que ma mère me fabriquait, qui fabrique les mêmes Turcs à Constantinople ou ailleurs, ou à Istanbul, pour ne pas dire. La Grèce antique, c'est quelque chose d'important pour le monde entier. Moi, étant grec moderne, moi personnellement, Nikos Grégos, je ne revendique pas l'exclusivité de l'héritage grec antique. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup parlé de l'Antiquité.
Je la sens juste une continuité, comme si c'était un arrière-arrière-grand-parent qui existe. Mais il y a en même temps l'héritage d'Athènes et l'héritage de Sparte que je combats. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est grave faute. Certains élèves à phonographie qui ont pu comprendre parfois que je n'aime pas la Grèce antique. Je l'aime parce qu'elle est dans mes veines, comme dans la poésie de Ritsos, les Séphéris d'Élite, je la trouve. Les Sympligate, Antigone, c'est ma cousine. Hélène, la belle Hélène, c'est Angélique Onatos que le Monde avait fait une critique, la belle Hélène avec des ailes pour jouer entre Hélène et Lénide. Ce mot, la Grèce antique, pour moi, c'était parfois un déguisement à la con, excusez-moi, la phrase pendant la dictature des colonels, des fêtes haïssables pendant la dictature de Métaxa. C'est l'utilisation de l'Antiquité qui m'a blessé. L'Antiquité grecque, elle a des bons côtés que j'adore. Les textes grecs, je les aime énormément. Comme chaque personne cultivée, j'ai mes ressources là-dedans. Je ne peux pas dire, je vais à Épidore, je suis dans une atmosphère quasi mystique, très belle. Mais je l'écoute en grec moderne, en traduction, je ne l'écoute pas en grec ancien, la tragédie, on ne peut pas comprendre. Et quand il dit parfois, Élite, c'est un moment où il dit, il y a certains mots qui sont les mêmes depuis l'Antiquité, Uranos, Thalassa. Ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a beaucoup de glissements sémantiques. En grec ancien, on dit kalos karathos. Je ne sais pas le prononcer peut-être à l'érasmienne. Mais agathos en grec moderne, ce n'est pas quelque chose de bien, ça veut dire naïf. Ça veut dire naïf, c'est un peu côté bête. Vous voyez, ça change un peu la sémantique, ça change le sens. L'alphabet est le même, la prononciation, ce n'est pas exactement la même. On ne sait pas, en Grèce, on aime bien apprendre le grec ancien, on le prononce à la grecque moderne. Mais on sait dans les études linguistiques et philologiques que peut-être la prononciation rasmienne est plus proche à la réalité. De toute façon, on n'a jamais eu de son enregistrement du grec ancien. Je ne sais pas si j'ai répondu. La démocratie est partie de là quand même, professeur. Je suis pour. Et c'est seulement que là aussi sont aussi nés les tyrans. C'est pour ça qu'il est dit. On a voulu la démocratie, mais on a eu les tyrans à Athènes. On a eu aussi les régimes spartiates, on a eu les guerres, on a eu les affreux combats. Mais évidemment, la démocratie est venue de là, mais il ne faut pas l'oublier. Et en Grèce, on l'oublie parfois. Demos, le peuple, et Kratos, le pouvoir au peuple. On a vécu des dictatures. Après la guerre civile, pendant des années, on n'avait pas, toutes les années 50 qui ont détruit les grandes villes en Grèce avec des choses qui ne respectaient pas la loi dans la construction des maisons et autres. Ça veut dire que la démocratie, il ne faut pas que ça reste une lettre morte. Je ne peux pas être fier, étant grec, de la démocratie en général. Je suis fier étant que citoyen. Et je voulais vous dire quelque chose qui est un peu mon credo personnel. Je milite pour une appartenance citoyenne et non pas ethnique et religieuse. Et en Grèce, j'espère que ça va passer aussi. Il y a des gens extrêmement bêtes, excusez-moi la phrase, mais qui sont très fiers parce qu'ils sont grecs, parce qu'ils sont les petits-fils de Platon. Moi, je vois que la bêtise de leurs paroles, pas qu'ils sont les petits-fils de Platon. J'ai des élèves en grec moderne à Paris qui sont des fiers héritiers de Platon, de tout ce qui est, pas de Platon peut-être, de la Grèce antique. C'est ça que je voulais dire. Je pense qu'il y a d'autres réactions ou d'autres remarques. Bonjour. Moi, je suis une fière héritière d'une Grèce plus méconnue, qui est la Grèce salonicienne des Juifs de Salonique. Et j'ai toujours eu cette espèce de question, est-ce que je suis aussi grecque qu'une athénienne, ou est-ce que finalement cette histoire ayant été vraiment totalement balayée, oui. De plus en plus, on comprend maintenant cette pluralité de la Grèce.
C'était une sorte de propagande pendant des périodes difficiles de l'État grec, de l'histoire de l'État grec, qu'on a oublié tout ça. Maintenant, on reconnaît, on a des films, on a le Grec Doc, le festival à Paris, qu'on a vu des films sur les Romagnotes de Ioannina, on a d'autres. On a des problèmes à Thessalonique actuellement. On a présenté les livres Gioconda et les vieils hommes et l'étrangère de Nikos Fokantis il y a 3 jours, dans une librairie à Belleville, sur la communauté, une histoire d'amour entre un chrétien et une juive à Thessalonique. C'est toute une grande discussion. Ils veulent construire un grand parking de voitures sur la place de la déportation à Thessalonique. C'est des Grecs aussi qui font cette bêtise, et des Grecs qui honorent la mémoire de la communauté juive à Thessalonique. Alors, la Grèce est multiple, comme la France aussi, elle est multiple. La France est belle et rebelle, mais moi, une fois, je disais, je vous fais un parallélisme avec la France, vous allez comprendre. Je suis arrivé en France très fier, en disant, je vais au pays des Lumières, de la Révolution, de la Commune de Paris, du Front populaire, de la Résistance, de l'Union nationale après l'occupation. Et je voyais tout fantastique. Je viens au pays de la Révolution et des Lumières et de l'esprit. Je croyais qu'à Paris, on va parler toute la journée de l'art et des lettres. Ça va être fantastique. Dans la philosophie, je vais vivre. Et finalement, il m'a dit un ami, mais ça, c'est des histoires dans ta tête. Après on a eu Napoléon, après en faisant pas d'affleurage sur Napoléon. On a eu la commune plante dans le sang, le communal. On a eu Pétain après la France aussi a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Mais nous, on aime, moi personnellement, à titre personnel, j'aime la France belle et rebelle, comme il a dit le poète. La Grèce aussi, elle est belle et rebelle. Et je ne peux pas le traduire en grec, bien sûr. J'ai du mal à traduire ça. La Grèce, elle est belle si on la garde belle. On peut la détruire. Il y a une destruction écologique en ce moment en Grèce gravissime. Alors la Grèce est un éternel combat, comme tous les pays, comme toute vie. Et la résilience, moi j'aime bien ces termes, parce que moi je suis encore vivant, parce que j'ai lutté beaucoup contre la maladie et autre chose. C'est la même chose. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. La Grèce, quand tu prends la 4e dimension de Ritsos, elle prend le personnage de l'Antiquité, de la tragédie, il les met en Grèce actuelle, il fait un monologue sur Hélène, vieille, toute seule à la maison, il fait un monologue sur Agamemnon, Philoctète, etc. Donc ce que vous dites, ça passe avec une liaison plus directe, l'Antiquité vers la Grèce moderne. Ce sont des personnes assez proches à nous. Et c'est des sons comme ça. Mais je crois que n'importe quel citoyen européen ou autre qui réfléchit, qui pense, qui cherche, peuvent se sentir héritiers de cette Grèce classique qui appartient à l'humanité. Donc ce sont ces grands cadeaux à l'humanité qu'elle a fait la Grèce. Mais ça ne nous appartient pas au seul grec. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je crois qu'on peut sortir, aller au cours des Grecs, ceux qui veulent, et continuer, et revenir. Et remercie beaucoup Lila qui nous a fait cette belle palette d'événements. J'ai vu le programme, la poésie un après-midi, l'hommage à Angélique Onatos, les 2 jeunes grecs auteurs. Il y a plein de très belles choses. Ne ratez pas l'occasion de revenir au Lila. L'équipe elle est formidable et la programmation aussi. Merci beaucoup, Michel, pour cette belle intervention. Et j'invite, là il a tout dit, par rapport au prochain rendez-vous, vous êtes vivement invité et c'est un honneur pour nous. Et je vais donner la parole à M. Thibaut Villette, qui est le président de l'Association de la diversité culturelle, pour vous parler du prochain rendez-vous. Il y a eu une conférence mardi dernier, j'en dis pas plus, mais pour qu'il vous donne envie de revenir, Lila. Oui, en effet, on est très engagé dans Culture Villa cette année sur la Grèce.
Donc avec 3 événements, on a déjà fait un mardi. Certains d'entre vous étaient peut-être là, c'était un documentaire de Yanis Younikas sur les luttes sociales, quartier exarchia d'Athènes. Nos prochains événements, c'est le week-end du 3-4 février. Donc comme souvent, c'est entre littérature et cinéma. Donc on aura déjà une rencontre littéraire au centre, à l'espace Louise Michel, avec 2 écrivains grecs qui vivent à Paris, donc Makis Malafékas et Christos Markogiannakis. Voilà, excusez-moi, je le prononce pas super bien. Donc c'est deux auteurs de polar, voilà. Donc ça sera 2 auteurs romanciers contemporains qui nous parleront de ces 2 romans, dans les règles de l'art, pour Makis Malafékas et Homéro, le fils caché de Christos Markogiannakis. Et le dimanche, donc à 17h aussi, donc samedi 17h au centre, dimanche au cinéma du Garde-Chasse, à 17h pour le film Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, donc, qui a eu le Lion d'Or à Venise en septembre, et Golden Globe aussi pour l'actrice principale, là tout récemment, à Los Angeles. Voilà, donc le film est déjà sorti, mais vous pourrez le voir donc, le 4 février. En fait, le parti pris, c'est tiré d'un écrivain écossais, Pauvre créature, et du coup, on parlera pas tant que ça de la Grèce, que un peu de littérature écossaise, avec une professeure de Brest, Camille Manfredi, qui est spécialiste de cet auteur écossais, et qui fera le lien donc, entre le film et l'œuvre littéraire. Voilà. Pour les prochains événements. Il ne faut pas oublier que vous aurez une des meilleures artistes grecques, Nefeli Papadimouli, bientôt, en février, ici. Très grande. Et les 2 auteurs grecs, excusez-moi parce que je ne connais bien les rêves, sont très complémentaires et très différents. Et jeunes, dynamiques, et qui écrivent beaucoup et qui vont vous montrer des aspects différents de la Grèce, des œuvres différentes, de qualité. Très intéressante cette rencontre. C'est une rencontre fantastique et étonnante. Moi, je n'aime pas Youlundas parce que je trouve qu'il fait du cinéma entre guillemets de propagande et il ne laisse pas beaucoup de réflexion publique. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça mérite de... Bon, non, on discute ça. Non, mais le plus important, c'est que ce qui est bien dans cette programmation, je suis le papouche, le grand-père de l'histoire. Ils ont invité que des gens qui créent, des Grecs de Paris, qui créent actuellement, et aux arts plastiques, et Youlundas fait partie de cette nouvelle génération. Les 2 écrivains très différents, le choix est patent, fantastique et très judicieux. Merci. Oui, par rapport à la soirée polar, parce que bon, là, par rapport à la programmation, c'est vraiment une programmation